Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour notre édition de ce lundi 4 avril 2016. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la découverte du tout nouveau club SOBIM, communauté réservée aux professionnels du bâtiment du Sud-Ouest. Puis nous prendrons la direction de Dax pour l'accueil d'élèves espagnols dans le cadre du jumelage entre la cité thermale et la municipalité de Logroño. Ensuite, nous nous dirigerons à Mont-de-Marsan et son hippodrome pour percer le mystère de ses rouages en compagnie du stade Montois Omnisport et d'une centaine de ses partenaires. Puis changement de cap et retour sur la côte avec Léon et son deuxième salon des métiers d'art et notre second et dernier volet du festival Southtown Jazz. Enfin, nous nous séparerons sur un nouvel épisode de notre magazine consacré à la contrefaçon des médicaments. Réservé aux professionnels de la filière du bâtiment et de l'immobilier, le club BIM, sigle du très anglais Building Information Modeling, a pour mission de faciliter la transition numérique. Le technopôle Domoland et le pôle Créade se sont ainsi rapprochés pour offrir au Sud-Ouest sa propre antenne du club BIM, le bien nommé SOBIM. Explication. Avec seulement 3 lettres, BIM opère depuis quelques années une véritable révolution dans le domaine de la construction. Domoland et le pôle Créade l'ont bien compris. Aujourd'hui, on va lancer le club SOBIM, qui est destiné à fédérer une communauté de professionnels du bâtiment intéressés autour du sujet du BIM, c'est-à-dire de la maquette numérique, du travail collaboratif. Alors le BIM, ça existe depuis plusieurs années et ça se démocratise vraiment depuis, je dirais, 2 ans, avec notamment le lancement du plan de transition numérique en France en décembre 2014, qui est destiné vraiment à l'horizon 2017 à généraliser cette approche pour l'ensemble des projets de construction. Surtout, il ne faut pas croire que le numérique, ça n'est que pour une tour à la Défense, la canopée des Halles ou des bâtiments exceptionnels. L'enjeu, c'est effectivement de démontrer la pertinence du numérique pour tous les types de bâtiments, de toute taille, y compris les plus petits, à toutes les étapes, conception, construction, gestion, exploitation, maintenance, rénovation. Ça permet de mieux construire, plus vite, moins cher, et vraiment optimiser les projets et les échanges sur la conception, mais également sur l'exploitation du bâtiment. Il faut savoir que la maquette numérique du bâtiment peut être exploitée également en phase de maintenance et exploitation des bâtiments par les gestionnaires. On est conscient que la filière du bâtiment a un peu de retard par rapport aux autres secteurs en matière d'appropriation du numérique. Très globalement, il y a une vision aujourd'hui de l'ensemble de ces acteurs très positive en matière de numérique. Et donc, en gros, tout le monde est convaincu qu'il faut y aller. La question, c'est plutôt aujourd'hui comment. Construire avec le numérique peut donc vite être rentabilisé une fois maîtrisé. Et pour cela, il faut se former, comprendre, être informé, ce que propose SOBIM. Alors, c'est destiné à l'ensemble des professionnels de la filière, que ce soit les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, les architectes, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, bureaux de contrôle, également les entreprises de construction, de formation, les éditeurs de logiciels. C'est vraiment rassembler tous les professionnels qui peuvent être intéressés autour de ce sujet dans un club pour qu'ils puissent s'informer autour des sujets du BIM, échanger entre professionnels et organiser également la montée en compétences de la filière. Dans le cadre du club, on va organiser des rendez-vous réguliers, au minimum 4 rendez-vous par an, en faisant venir des experts nationaux et internationaux du BIM pour venir témoigner sur ces sujets-là et informer les professionnels de la filière en Aquitaine. Les formations seront également proposées dans le cadre du club et relayer également les informations qui peuvent exister déjà aujourd'hui en termes de formation, d'événements en Aquitaine. Explications, témoignages et questions-réponses ont donc rythmé cette matinée. Avec une chose certaine, la domotique est un métier d'avenir. Signalé par un panneau à chaque entrée de commune désireuse de s'associer avec une homologue étrangère, le jumelage permet de nombreux échanges entre 2 communes. Jumelées entre elles depuis 1960, les villes de Dax et de Logroño ne dérogent pas à la règle et favorisent parmi d'autres les échanges entre élèves, comme en atteste la cérémonie d'accueil des élèves espagnols dans la sous-préfecture hollandaise.
C'est à la mairie de Dax que 90 familles venaient fêter l'accueil des correspondants de leurs enfants dans le cadre du jumelage de Dax avec la ville de Logroño en Espagne. Alors le jumelage a une cinquantaine d'années, 50 ans cette année. Le maire de l'époque qui s'appelait Max Mora et son conseil municipal ont décidé de se jumeler avec cette ville qui est la capitale de la Rioja. Logroño, qui est une grande ville, une ville de 200 000 habitants, comparé à Dax et ses 22 000 habitants, on est dans une ville beaucoup plus importante. Le jumelage, c'est aussi cet échange scolaire qui, par contre, depuis 37 ans, a lieu tous les ans et qui permet à environ 90 élèves des établissements d'Aqua, collège et lycée, de pouvoir partir à Logroño et de recevoir des enfants, des élèves de Logroño. Les enfants sont là durant une semaine, donc du 26 mars au 2 avril. Et ils sont là donc essentiellement pour découvrir la ville, participer à des activités que la mairie de Dax leur propose. Donc ils sont logés essentiellement dans les familles françaises qui les accueillent avec grand plaisir. Tout à fait. C'est sa deuxième année qu'elle participe à cet échange. Donc tout à fait, c'est profitable pour la langue espagnole, bien entendu. Voilà. Donc ça reste intéressant. Je l'ai vécu il y a 35 ans, donc voilà, par expérience, je pense que c'est gratifiant. C'est pas la même que l'année dernière. Ma fille a préféré prendre une autre correspondante, justement pour aller voir comment elle vit elle aussi dans une autre famille. Voilà. Combinant l'aspect linguistique et pédagogique au côté convivial de la rencontre, les jeunes étaient ravis. Ouais, franchement, j'aime bien, moi. Oui, c'est une très bonne expérience. Vu qu'on est en France, là, on parle en français la plupart du temps, mais si vraiment elle n'arrive pas à s'exprimer, moi, je traduis ce qu'elle dit en espagnol. C'est cool. Et en Espagne, on fait le contraire. On a dû remplir un formulaire et on donnait des informations sur nous et on indiquait avec quelle ville on voulait faire l'échange. Et donc voilà, on a envoyé notre dossier et il y a une fiche qui est revenue qui nous correspondait au niveau de nos activités. On est content d'être tombés l'une sur l'autre, je pense. Et la langue n'est pas un problème pour ces nouveaux amis qui vont passer près de 2 semaines ensemble. Les élèves d'ici continuent à aller en cours parce qu'ils ont cours. En fait, ils seront en vacances à partir du 8, il me semble. Et quand ils seront en vacances, ils iront à Logroño avec nous, quoi. La spécialité culinaire de la Rioja, donc de Logroño, c'est patatas a la riojana. Ils vont goûter ça en Espagne à Logroño. En attendant de découvrir les spécialités espagnoles, les élèves sont rentrés chez eux avec un nouveau membre dans la famille. Aller à la découverte des coulisses de lieux a priori familiers de sa ville peut souvent s'avérer source de nouveaux savoirs. À l'initiative du stade montois Omnisport, nombreux de ses partenaires ont eu le privilège de voir l'envers du décor de l'hippodrome. De la pesée au pari en passant par les box et autres écuries, plongez-vous aussi dans le monde équestre montois. Fort de ses 32 sections et ses 6000 licenciés, le stade montois Omnisport avait invité près de 300 de ses partenaires à découvrir les coulisses de l'hippodrome. Alors, dans un premier temps, ils ont vu comment fonctionne une course, c'est-à-dire ça va du rôle des commissaires, du rôle de la régularité des courses, comment ça s'organise entre les télévisions, les contrôles filmés, l'application de règles, etc., y compris du rôle de savoir l'identité du cheval, comment on le fait, comment on sait que c'est le bon cheval qui va courir, comment on est sûr qu'il court propre, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dopé ou qu'il n'est pas... Souvent, moins on connaît quelque chose, plus on est dans des clichés qui sont souvent très loin de la réalité. Là, c'est une façon de montrer ce que sont les courses de chevaux, avec tout l'encadrement qui existe, quoi. Et on organise beaucoup justement ce type de visite, parce que là aussi on a souvent des gens néophytes, mais qui sont désireux de découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas du tout, et je crois que c'est une bonne chose. Une plongée dans le monde équestre qui ne serait pas complète sans parler de ces fameux paris.
On n'a pas parlé avec de l'argent, c'est certainement un jeu, mais c'est pour intégrer les gens dans l'émotion d'une course. C'est-à-dire que l'émotion d'une course, c'est aussi le jeu, c'est aussi l'aspect sportif, le cheval qui gagne et qu'on aime bien, ou le jockey. Mais c'est effectivement aussi cette motivation supplémentaire qui existe avec le lien éventuellement avec le jeu, quoi. Je ne suis pas adepte du pari, mais je trouve ces chevaux très beaux. Je trouve les courses très belles et je viens effectivement de temps en temps, rien que pour le plaisir de voir ces courses. J'ai parié sur le numéro 3, il se trouve que c'est elle qui est arrivée, donc tant mieux, voilà, c'est une bonne chose. Une remise de prix était aussi organisée pour récompenser les plus chanceux des convives, même si l'intérêt de cette soirée dépasse le simple cadre du jeu. J'espère qu'ils auront la chance de revenir voir de vraies courses de chevaux, parce que ce soir c'était un peu plus un entraînement. Voilà, donc on habite souvent dans des villes et on ne connaît pas la ville dans laquelle on vit. Voilà, donc c'est l'occasion, on les fait tourner un petit peu dans les entreprises, mais aussi dans des lieux géographiques qu'ils ne connaissent pas. Ça a été l'occasion, voilà, grâce à ces soirées, on arrive à présenter d'autres sociétés, d'autres entreprises, et ce sont des moments de partage, de convivialité, et c'est grâce à ça que je crois que derrière, on peut le voir, c'est une réussite. Voilà. Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, la ville de Léon organisait pour la seconde année consécutive son salon des métiers d'art. Une occasion unique pour les artistes d'aller à la rencontre de leur public dans cette édition intitulée « Gestes de demain ». Deuxième édition pour la Journée européenne des métiers d'art à Léon. Cette année, plusieurs artistes étaient présents sur plusieurs sites, notamment à la salle de la Huchette, pour présenter leurs œuvres. La bijouterie, l'art textile, le cartonnage, vitrailliste, des bijoux, la brodeuse qui va nous faire des démonstrations tout au long du week-end. Ensuite, nous avons l'armurier René Juillon de l'ITEMIX. Nous avons 3 personnes qui sont revenues, mais avec des créations totalement différentes. Enfin, ils se sont renouvelés dans leur art. On a le tourneur sur bois, Patrick Guérin. On a le souffleur au chalumeau, Philippe Le Guillou. Marcel Cossin, qui est notre doyen et qui, lui aussi, a, malgré son âge, continué à sculpter la pierre. Des matières recyclées étaient aussi à l'honneur lors du vernissage avec un défilé de mode étonnant pour illustrer le thème de cette année, Gestes de demain. En fait, je prends des matériaux de recyclage pour montrer au public que grâce à ces matériaux qui sont des détritus, des rebuts de notre vie quotidienne, on peut créer des œuvres d'art qui sont merveilleuses. Et moi, mes œuvres d'art, c'est tout ce qui a un rapport avec les robes, les jolies robes, voilà, pour donner un petit peu de rêve aux gens avec vraiment des choses qui sont si peu importantes. D'autres réalisations artistiques sont à découvrir dans le village qui offre aux amateurs d'art des moments de contemplation. C'est vrai que Léon est en train de s'installer comme on ne va pas dire une capitale, mais un village culturel à part entière dans les Landes. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très bien. C'est ce que nous voulions. Et nous sommes en passe, comme je dis tout à l'heure, nous sommes en passe à réussir notre pari. Il y a des galeries qui se sont ouvertes depuis l'année dernière. Donc Léon a
a de l'avenir dans le culturel. Si la semaine passée, nous vous relations le concert de Guillaume Nouveau Trio, nous vous proposons cette semaine, dans notre second volet du festival Southtown Jazz, de découvrir le concept de concert pédagogique. Une initiation au jazz et un moment d'échange et de partage pour le public soustonnais. C'est dans une ambiance conviviale que curieux et amateurs de jazz se sont réunis à la bibliothèque de Souston afin d'assister à un cours particulier. Le but, c'est de faire autre chose qu'un simple festival ou un simple week-end jazz avec des concerts où les gens viennent, soit le public déjà acquis, soit un public de curieux, sans forcément savoir exactement ce qui se passe, pouvoir s'adresser à des gens, leur expliquer un peu ce qu'est le jazz sans en faire quelque chose de très intellectuel, mais juste une approche pour rendre la chose un peu plus abordable et le jazz, une musique un peu moins étrangère au public d'aujourd'hui. Oui, je dirais en fait un peu l'objectif de Southtown Jazz, c'est de faire du jazz pour tous, c'est-à-dire du jazz pour tous les soustonnés comme aujourd'hui à la bibliothèque et puis voilà développer cette approche de toutes les formes possibles autour du jazz, faire vivre le jazz à Souston pendant Southtown Jazz pendant 4 jours, voilà l'idée. Entre explications orales et démonstrations de musique, le public a pu en apprendre plus sur l'histoire du jazz et sur son créateur, Louis Armstrong. Moi j'aime bien dire que avant Louis Armstrong, c'était la préhistoire du jazz, c'était pas l'histoire, c'était la préhistoire, et qu'à partir de Louis Armstrong, ça a été le jazz. Et à titre personnel, plus j'écoute Louis Armstrong, et plus je trouve qu'on n'a rien inventé réellement depuis. La forme a changé, mais le fond, je crois qu'il a tout créé. Donc c'est peu dire que c'était un musicien important. Cette musique-là est apparue un jour à la Nouvelle-Orléans, et très très vite au cours du XXe siècle, elle a évolué. En gros, tous les 10 ans, il y a eu un bouleversement de l'histoire du jazz qui fait que ça a évolué et qu'aujourd'hui, le jazz est toujours vivant, se mélange à plein d'autres musiques, évolue toujours. Que tous les jazz de toutes les époques existent toujours et sont toujours bien vivants. Le jazz est très large, c'est ce qu'on a tenté d'expliquer ce matin à la bibliothèque lors de notre intervention pédagogique autour de l'histoire du jazz. Et voilà, c'est un peu aussi ce qu'on essaye de proposer pendant Southtown Jazz. Le public a pu également découvrir les instruments clés du jazz. Le premier instrument du jazz, c'est la batterie. C'est en fait le seul instrument qui a été réellement inventé pour jouer du jazz, et inversement, on peut dire que c'est avec l'apparition de la batterie que le jazz a pu naître. Ça, c'est une sourdine wah-wah destinée à faire des effets avec la trompette. Alors on peut mettre des tas de sourdines dans la trompette, c'est pour modifier le son. Souvent ça le rend moins puissant, mais pas toujours. Et en tout cas ça le modifie toujours, voilà. Aujourd'hui encore, le jazz reste une musique très appréciée, mais son style est difficile à décrire. La question qu'on se pose toujours maintenant quand on écoute le jazz d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est du jazz ou pas? Alors, moi j'ai trouvé la réponse qui m'arrange. Enfin, il y a deux réponses. En fait, si on aime, il y a une personne qui l'a dit tout à l'heure, on s'en fiche. Si on aime la musique, c'est bien. Moi, il se trouve que je suis enseignant, donc j'ai cherché une réponse à ça. En commençant cette petite séance sur l'histoire du jazz, on a dit que le jazz, c'était juste une façon de jouer et un accent. Donc quand j'écoute de la musique, moi j'essaie de savoir s'il y a cet accent dedans. La conférence s'est achevée sous les applaudissements du public qui est reparti comblé. Je vous propose sans plus tarder de retrouver un épisode de notre magazine sur la prévention contre l'achat de médicaments sur Internet. Un médicament de marque comme un médicament générique sont de vrais médicaments. Le médicament contrefait est un médicament qui imite le conditionnement, la forme du médicament, sa couleur, sa présentation. Dans les médicaments contrefaits, on trouve des médicaments sans principe actif, on trouve des médicaments avec un principe actif diminué, et puis on voit des médicaments avec des substances toxiques. On est placé devant une grande difficulté parce que la contrefaçon d'un sac de marque, la contrefaçon d'un vêtement de marque, au fond,
il n'y a pas d'impact sanitaire. En revanche, pour un médicament, le consommateur est incapable de savoir quelle est la vraie nature de la gélule qu'il a entre les mains. Et donc il y a un vrai danger. 700 000 personnes pourraient mourir chaque année de la consommation de ces médicaments frauduleux. En Afrique, en gros, 30% des médicaments sur le marché sont contrefaits. Dans des pays développés, c'est plutôt de l'ordre de 1%. Dans les pays de l'ex-Union soviétique, 15 à 20%. La contrefaçon de médicaments génère entre 75 milliards et 200 milliards de dollars par an. Les trafiquants ont deux critères. Un, ils s'intéressent aux pays pauvres où les gens ne peuvent pas acheter des médicaments au prix normal. Et deux, ils s'intéressent aux pays où il est possible de se faire des clients à travers Internet. On ne sait jamais, quand on est sur Internet, si on est sur un vrai site pharmaceutique ou sur un site falsifiant les produits qu'ils commercialisent. Le rôle des pouvoirs publics, le rôle des professionnels de santé est d'informer le patient sur les dangers qu'il y a à aller chercher des médicaments sur la toile. L'IRACM a été créé pour essayer de mailler les industries pharmaceutiques qui sont conscientes du fait qu'elles doivent toutes travailler ensemble. Il a une mission stratégique, c'est-à-dire développer la motivation des gouvernements pour avoir une véritable action dans le domaine. Le deuxième angle d'attaque, c'est la communication et la connaissance du phénomène. Troisième volet, nous essayons d'avoir une action directe. On soutient des opérations avec, par exemple, ce que font les douaniers. On a une action très importante en matière de formation dans le monde entier. Et enfin, on développe des actions de prévention. Je pense qu'en matière de contrefaçon de médicaments, dans les temps qui viennent, nous pouvons progresser. Je veux rester optimiste parce que nous avons des professionnels de santé responsables sur les 5 continents et que nous avons, je pense, une industrie pharmaceutique qui a pris conscience de ce danger. J'espère maintenant que les gouvernants, les organisations internationales de lutte contre le banditisme vont focaliser leurs efforts pour que ce fléau disparaisse progressivement. Le combat n'est pas perdu d'avance. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Notre prochain rendez-vous pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale, sera mercredi 6 avril. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.